Mais vous nous avez dit hier que vous avez fait toute votre carrière, c'est-à-dire 30 ans à peu près, au BASA. Donc vous savez des choses quand même, non? Je sais beaucoup de choses concernant le bazar. Mais l'administration, ça dépend si je ne m'intéresse pas. Puisque chez nous, l'administration est réservée aux officiers. D'accord. Alors, vous connaissez les effectifs, vous nous l'avez dit. Est-ce que, à l'époque, vous étiez en sous-effectif au BASA? Avant la crise, je pense bien qu'on avait notre effectif normal. Mais quand la crise a commencé, il y a des gens qui sont venus se rajouter à nous. Lorsque la crise avait atteint un certain seuil, c'est là où nous a envoyé les éléments qu'on appelle les blégoudés. Maintenant, vous parlez de sous-effectif ou effectif normal. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas administrateur. D'accord. Alors, je vais vous montrer, ou plutôt vous remontrer un document qui vous avait été montré tout d'abord par la représentante de l'accusation, et dont vous aviez une version papier. Est-ce que vous vous souvenez de ce document dont on vous a donné une version papier? Est-ce que vous l'avez avec vous? Pour le moment, je n'ai aucun document sur ma table. D'accord. Alors, nous en avons une nouvelle version à vous donner. Alors, je vais donner le numéro. Thank you. Je vais donner le numéro 6 VOTP 0048 08 57. 6 VOTP 0048 08 57. Vous l'avez devant les yeux, monsieur? Affirmatif. Bon. Alors, on attend que ça s'affiche. Alors, vous voyez, monsieur, le document s'appelle « Ordre de bataille du bataillon d'artillerie sol-air ». Vous le voyez? Oui, je le vois. Et nous allons aller à la page 0865. Monsieur, et vous voyez le numéro 0865? Bon, je ne saurais m'orienter seulement si quelqu'un venait m'aider. Vous avez la page devant vous, monsieur? Oui, j'ai la page devant moi. Parfait. Alors, vous voyez que l'avant-dernière colonne de ce tableau s'appelle OPS 1, qui veut dire probablement observation 1. Et la dernière colonne, OPS 2, observation 2. Et vous voyez que, à la page 0865, pratiquement tous les postes mentionnés là sont dits ou notés à pourvoir. À pourvoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pourvus.
Et si vous parcourez le tableau, vous verrez que la quasi-majorité, sinon la grande majorité des postes, sont notés à pourvoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pourvus. Par ailleurs, vous aurez noté qu'à la première page de ce document, la date est le 30 juin 2010. 30 juin 2010. Alors, l'on comprend de ce document daté du 30 juin 2010, c'est-à-dire avant la crise, qu'une majorité des postes du BASA n'étaient pas pourvus. Est-ce que vous confirmez? Vous dire que je peux confirmer cela, n'étant pas administrateur, je n'avais rien à voir avec ça. Et je vais vous reposer ma question. Vous nous avez dit qu'avant la crise, l'effectif était normal. Si l'on en croit ce document, l'effectif n'est pas normal. Est-ce que vous diriez, maintenant que vous avez vu ce document, que le BASA était en sous-effectif? Je vous ai également dit tout de suite qu'étant sous-effectif ou en effectif, je ne pourrais le confirmer parce que je ne suis pas administrateur. Les effectifs, ça regarde les officiers. Moi, c'est les éléments qu'on me donne pour aller sur le terrain, c'est ça mon boulot. D'accord. Mais vous y êtes tous les jours au BASA, vous voyez pas s'il manque du monde? Yes, but now Le président, certes, mais cette fois-ci, c'était clair. La réponse est claire. Oui. Alors, nous allons passer à un autre point. Vous nous avez indiqué hier, et je fais référence au transcrit real time du 19 juin 2017, c'est-à-dire hier, page 54-55. Et je vais citer, monsieur, ce que vous avez dit, d'accord? À la ligne 21, et c'est vous qui parlez, je cite. En fait, il y avait un échange entre nous et les jeunes venant du Nord. Et à majorité, lorsque je suis sorti de prison, après quelques jours, il y a beaucoup de jeunes comme ça, du Nord, qui m'appelaient parce que j'avais encore conservé mon portable. Je l'ai eu tout en donnant quelque chose au régisseur. Je m'étais évadé avec mon portable, donc il y avait possibilité de me joindre. Ceux qui m'appelaient pour dire « nous, on ne se sent pas en sécurité à Kwedo, on veut rejoindre chose, comme on appelle ça, le Golf Hotel. Je disais de venir. Je rendais compte au colonel Kwasi Patrice qui facilitait l'accès à cela. » Fin de citation. Ma question, avez-vous facilité la désertion des militaires du BASA avant d'arriver à l'hôtel du Golfe, vous-même? Je souhaite savoir ce que vous appelez désertion. well, Mr. Le président, monsieur le témoin, vous êtes un militaire, donc vous devez savoir ce qu'est un sergent. Tout à fait. Je sais ce qu'est un sergent. Le sergent, c'est un sous-officier. C'est le premier gradé au niveau des sous-officiers. Maintenant, lui, il me parle de désertion. Moi, je lui retourne la question. Qu'est-ce que lui, il appelle désertion? No. First of Le président,
lorsque vous dites il, d'abord c'est Maître Altit. Deuxièmement, ce n'est pas à vous de poser des questions, c'est à Maître Altit de vous poser des questions. Donc si vous ne comprenez pas sa question, vous lui demandez d'apporter un éclaircissement, mais vous ne l'interrogez pas. D'accord? Maître Altit, auriez-vous l'obligeance de préciser votre question, s'il vous plaît, afin que le témoin puisse répondre? Merci. Alors, monsieur le témoin, je vais reformuler ma question. D'après ce que vous nous avez dit hier, nous comprenons que vous avez facilité la désertion de membres du BAZA, c'est-à-dire le fait qu'ils aient quitté sans autorisation en pleine crise ou même en pleine guerre civile leur unité pour rejoindre des troupes ennemies. Est-ce que c'est cela qui est arrivé? Moi, à mon niveau, je ne parle pas de désertion. Parce qu'après les résultats des élections, il était dit que celui qui était au pouvoir à ce temps n'était plus président de la République. Et à la suite, il y avait eu le bombardement du Baza. Ces éléments étaient menacés. Fallait-il les laisser pour compte ou bien les envoyer dans un endroit où ils allaient être plus en sécurité? C'est peut-être ce que vous appelez désertion, mais c'est avec leur volonté qu'ils sont venus. Je ne les ai pas obligés, je ne suis pas allé chercher quelqu'un en véhicule, je n'ai pas aidé quelqu'un lui traçant la voie pour qu'il arrive, mais il est venu volontairement. Et là-bas, au moins, il a eu de la sécurité, parce qu'aucun d'eux n'est mort. Et j'en suis fier. Le juge président, la question était, est-ce que vous avez fait en sorte que les gens du Baza quittent le Baza pour aller de l'autre côté, au Golf Hotel? C'était cela la question. Est-ce que vous avez facilité cela, oui ou non? J'ai facilité sur leur demande. OK. Le président, bien. Madame Pack, monsieur le président, est-ce que mon contradicteur pourrait donner un cadre temporel? Parce que la question a été posée hier, mais elle concernait un cadre temporel précis. Je ne veux pas répondre au nom du témoin, mais j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Le président, quand est-ce que cela s'est produit? Plus ou moins. Quel jour? Cela s'est produit après l'arrestation du président Gbagbo. Le président, donc après le 11 avril. Oui, après cela. Maître Altit. Le président, Maître Altit. Monsieur le témoin, si vous permettez, je vais essayer de préciser un peu ce que vous nous dites, parce que nous sommes partis de ce que vous avez dit aux représentants de l'accusation hier. Et il semblait que ce que j'ai lu, on parle de ce que j'ai lu, ce sont vos propos. Et il semble clair, en les écoutant et en les lisant, que vous parlez d'un moment au milieu de la crise, puisque vous avez dit et répété à l'instant qu'il n'était pas en sécurité. Donc ce n'est pas après l'arrestation du président Gbagbo, c'est avant l'arrestation du président Gbagbo, non? Selon mes dires, je n'ai jamais dit dans cette salle que j'ai permis à des gens de rentrer au Golf Hotel avant l'arrestation du président Gbagbo. D'abord même, le colonel Dadi a fui le Baza avant l'arrestation du président Gbagbo. Et après l'arrestation du président Gbagbo, déjà ces gens-là commençaient à m'appeler. Et je leur ai facilité l'entrée au Golf Hotel pour protéger leur vie.
D'accord. Alors, on va passer à un autre point. Quelle était la procédure suivie quand un véhicule ou une pièce d'artillerie tombait en panne? Comment ça fonctionnait? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passait, ce que faisait le responsable, par exemple, de la pièce d'artillerie ou du véhicule? Lorsque une pièce d'artillerie tombait en panne, je rendais compte à ma hiérarchie qui, lui, à son tour, appelait le service soit dépannage ou le service de l'armurerie qui, lui, à son tour, venait pour réparer la panne. Et c'est ainsi que ça se passait. Mais il pouvait y avoir des pannes mineures où toi-même, le chef de pièce, tu peux le faire. Tu fais, mais tu rends compte. D'accord. Est-ce que ça arrivait souvent que soit les véhicules, soit les pièces d'artillerie soient en panne ou ne fonctionnent pas ou connaissent des problèmes? Quelquefois, oui. D'accord. Au début de la crise, c'est-à-dire, disons, au moment du premier tour de l'élection présidentielle de 2010, y avait-il beaucoup de véhicules hors d'état de fonctionner au bazar? Il n'y avait pas assez de véhicules. Ceux pour lesquels, je me rappelle bien, il y a un sergent-chef maintenant qui était sergent à l'époque, qui s'appelle Sori Makadi, qui avait convoyé au moins 10 4x4, sur lesquels avaient été montés des 12-7. Donc, s'il y avait suffisamment de véhicules, on ne nous aurait pas donné ces véhicules-là. Et selon ses dires, il a dit que ces véhicules ont été donnés par une dame du nom de Nadi Bamba, avec qui il travaillait. Monsieur le témoin, ça vous nous l'avez déjà dit. Merci. On s'en souvient. Et puis c'est marqué aussi dans ce qu'on appelle les transcrits. Donc, je vais vous demander, pour qu'on aille vite, de répondre à mes questions. Vous voulez bien? Très bien. Parfait. Maître. Alors, je vais vous montrer un document. C'est le document CIVOTP 0071 0754 0754. Donc, monsieur, nous l'avons vu tout à l'heure. Nous allons le revoir rapidement. C'est à la page 0756. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? We cannot see it yet. Non, on ne le voit pas encore. Now we can. Can you see it now? Le président, voilà, le document est arrivé. Est-ce que vous le voyez, monsieur le témoin? OK. Monsieur le Président. Le président, OK. Alors, je vais répéter le numéro de page, c'est 0756. Voilà, la page est affichée. Vous la voyez, monsieur le témoin? Je vois. Parfait. Maître. Est-ce que vous pouvez aller... Vous voyez qu'il y a 3 petits tableaux. Est-ce que vous pouvez regarder le 3e petit tableau qui s'appelle récapitulatif coût réparation véhicule existant? Vous le voyez? Oui, je le vois. Alors, Madame la greffière, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de zoomer sur ce tableau?
Vous voyez mieux, monsieur? Je vois bien. D'accord. Alors, vous voyez qu'à la dernière ligne, à la deuxième colonne, il est noté que 123 véhicules sont en réparation. D'accord? Alors, ces véhicules concernent l'ensemble des forces terrestres, apparemment, dont le BASA. Est-ce que ça vous semble un chiffre, vous qui connaissez bien l'armée, vous êtes resté 30 ans au BASA, est-ce que ça vous semble un chiffre important, ces 123 véhicules? Les chiffres même me dépassent. D'accord. Monsieur, le document est daté de février 2011, document dont nous faisons état ici. On peut, d'après ce que vous nous avez dit hier, vous avez vous-même saboté des véhicules pour qu'ils ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de véhicules vous avez sabotés? Au moins 4 à 5 12-7. Les véhicules sur lesquels étaient montés les 12-7, c'est les 4x4. D'accord. Alors, vous nous avez dit aussi hier que pendant la crise, vous étiez affecté au BASA, au nouveau camp d'Aquedo. Alors, à part l'émission dont vous nous avez parlé, juste pour que les choses soient claires, êtes-vous resté au camp d'Aquedo, au nouveau camp d'Aquedo, pendant toute la crise? À part l'émission dont vous avez parlé et les arrestations. Mais le reste du temps, êtes-vous resté au camp d'Aquedo pendant toute la crise? À part les missions dont j'ai parlé et l'arrestation, je ne suis pas resté à tout moment au camp d'Aquedo parce qu'il y avait des missions qui nous étaient assignées. Par exemple, la sécurité des corridors dont je n'ai pas parlé. Voilà, étaient quelques-unes de ces missions-là. D'accord. Est-ce que le nouveau camp d'Aquedo a été attaqué par les rebelles pendant la crise? À ma connaissance, non. D'accord. À votre connaissance, des forces rebelles ont-elles commis des exactions dans la zone où se trouvait le nouveau camp d'Aquedo? À ma connaissance, non. D'accord. À votre connaissance, le nouveau camp d'Aquedo a-t-il été attaqué par l'armée française et en particulier par des hélicoptères de combat? À ma connaissance, non. D'accord. À votre connaissance, le nouveau camp d'Aquedo a-t-il été attaqué par des éléments de l'ONUCI? D'abord, tout ce que vous dites, moi j'étais déjà en prison. Donc même si je vous dis que c'est la force française ou l'ONUCI, ce serait trop vous dire. Mais j'aurais appris comme ça que c'est un hélicoptère qui a tiré sur la soute à munitions du bazar. Ça, c'est les rumeurs qui le disent. Maintenant, moi-même étant en prison, est-ce que je peux vous donner la certitude de ce que je dis? Je ne pense pas. Alors, un hélicoptère de quelle nationalité? Français? Je n'arrête pas de vous dire que j'étais en prison. Si je vous donne une certitude, ne suis-je pas un menteur?
à votre connaissance, ce bombardement dont vous avez entendu parler a-t-il fait des victimes au camp? À ma connaissance, selon les dires, puisque moi-même j'étais déjà en prison, quand le bombardement a commencé, tout un chacun a commencé à quitter les différentes unités. Donc vous dire que j'ai vu des victimes, ce serait vous mentir, parce que moi-même j'y étais pas. But did you hear about? Le président, mais est-ce que vous avez entendu parler des victimes? Hier, vous nous avez dit que vous, les gens du Nord, vous parlez beaucoup, vous téléphonez, vous entendez des choses. Donc la question était de savoir si vous avez entendu parler de victimes à ce moment-là, de ce bombardement. À ma connaissance, ceux qui me rapportaient des informations ne m'ont pas parlé de victimes à nous, notre niveau, ni dans l'autre camp, mais ils m'ont plutôt parlé d'évasion du colonel Dadi, qui s'est échappé juste après le bombardement. Et c'est à cette même période que d'autres éléments m'appelaient pour pouvoir me rejoindre au Golf Hotel. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous avez raconté hier une mission au camp commando. Ma question est simple. Est-ce que vous connaissez bien Abobo? Dire que je maîtrise à 100% Abobo serait pas vrai. Mais j'ai de la famille là-bas. Comme je dis, j'ai le petit frère de mon père, qui représente aujourd'hui mon père, à qui je rends régulièrement visite. Donc la zone au moins où il habite, je maîtrise ça. Oui. Alors, je vais vous rappeler ce que vous disiez aux enquêteurs du bureau du procureur à qui vous aviez, vous vous souvenez, vous aviez parlé et vous leur avez donné une déclaration. Alors la déclaration, je vais donner la référence. Alors la référence est la suivante. CIVOTP 0028 04 81 0028 04 81. Et je vais vous lire, monsieur, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. Et je cite, et c'est vous qui parlez, d'accord? Alors c'est le paragraphe 80. Le président, indiquez le paragraphe, s'il vous plaît. Nous nous sommes chevauchés, monsieur le président. Je disais le paragraphe quand vous demandiez le paragraphe. Et c'est le paragraphe 88. Alors je vous cite, monsieur. Okay. Je connais bien Abobo. C'est le quartier le plus peuplé d'Abidjan. La majorité qui habite à Abobo est des nordistes et des gens du centre. Je le sais parce que je fréquente le quartier. J'ai de la famille là-bas. J'ai mon oncle, celui dont la femme m'a appelé, pour me dire qu'un obus est tombé dans Abobo. J'ai des cousins et des amis qui y habitent. Fin de citation. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Je me souviens très bien d'avoir dit ça. Donc, nous pouvons
prendre pour acquis ce que vous dites, je connais bien Abobo. Ça veut dire, vous utilisez le mot fréquenter, ça veut dire vous y allez souvent, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai même dit. D'accord. Est-ce que vous connaissiez des notables du RDR à Abobo? Non, parce que je ne m'intéresse pas à la politique. Mais par exemple, des notables qui auraient été en relation avec des membres de votre famille et que vous auriez rencontrés. Jusqu'à ce jour où je vous parle, je n'ai pas encore rencontré un responsable du RDR, même dans ma famille. Parce que mon oncle n'est pas politicien, c'est un banquier à la retraite. Et les amis que je fréquente ne sont pas des politiciens. D'accord. Alors, à propos de vos missions à Abobo, hier vous nous avez dit, je parle des transcrits Real Time, page 76, et je vais vous citer, enfin plus exactement, je vais citer l'échange que vous avez eu avec la représentante du bureau du procureur. Et je cite, c'est ligne 22. À la question, en vous rendant au camp commando, lorsque vous y avez été déployé en mars 2011, quelle route est-ce que vous avez empruntée, la première route ou la deuxième? Et vous répondez, la deuxième route, sinon la deuxième voie. Parce que là, avec la tuerie, disons avec l'histoire de la tuerie des femmes, il paraît que les jeunes d'Abobo se défendaient. Il ne fallait pas tomber dans une embuscade. Il fallait changer de voie, chose qu'on a faite. Fin de citation. Donc, pour être tout à fait clair, monsieur, ce que vous nous dites, c'est que le convoi de ravitaillement dont vous faisiez partie a évité sa route habituelle de peur des embuscades. Est-ce que c'est bien ça? Au fait, je ne parlais pas d'un convoi de ravitaillement parce que ce n'est pas de la nourriture ou des armes ou des munitions que j'envoyais là-bas, mais c'est un convoi de personnel, c'est-à-dire que mes éléments avec qui je devais travailler, c'est avec eux que je partais. Et on regroupait pratiquement toutes les unités qui devaient partir. Et ensemble, on faisait voie ensemble, jusqu'à ce qu'on arrive au camp commando. D'accord. Donc, vous avez clarifié cela, très bien. Pouvez-vous maintenant répondre à ma question? Avez-vous changé d'itinéraire de peur des embuscades? En effet, puisque les jeunes se défendaient déjà, avaient déjà barricadé un peu partout les routes, s'il fallait descendre, enlever de par-ci, par-là les barricades avant d'accéder, je crois bien qu'on était un peu plus exposé. Parce qu'en garant le véhicule, c'était tout autre chose. Mais par contre, la voie annexe n'était pas encore barricadée, puisque ce n'était pas la voie qu'on empruntait d'habitude. D'accord. Mais vous-même, lorsque vous avez effectué des missions à Bobo, avez-vous connu des incidents? Est-ce que le convoi dans lequel vous trouviez, je crois à plusieurs reprises, est-ce que ce convoi a été attaqué à l'aller ou au retour? Ma particularité, c'est que le camp commando d'Abobo, je l'ai fait qu'une seule fois. Et à l'aller comme au retour, on n'a pas eu d'incident. Pour quelle raison? S'il y avait une raison. Ben, moi, je mets ça sur le coup de la chance. D'accord. Je vais vous lire votre attestation. 0028 04 81, paragraphe 111. Et c'est vous qui parlez, monsieur, aux enquêteurs du bureau du procureur.
Alors, vous dites, je cite, « Moi et mes éléments n'avaient pas eu d'incident. Avant de partir en mission à Bobo, j'ai appelé Patrice Coissy à l'hôtel au Golf Hotel pour le prévenir que j'allais à Abobo et pour éviter d'avoir des incidents. Je ne sais pas qui il a appelé, mais je suis arrivé sans incident à Abobo. » Fin de citation. Alors, vous nous avez parlé de ce Patrice Coissy, qui était un des responsables militaires à l'hôtel du Golfe. Vous nous en avez parlé hier. Oui. Vous nous avez dit que vous étiez en contact avec lui. Oui. Et là, dans votre attestation, vous dites tout à fait clairement que si vous n'avez pas eu d'incident, si le convoi dans lequel vous vous trouviez n'a pas été attaqué, c'est parce que vous aviez appelé Patrice Coissy à l'hôtel du Golfe pour qu'il donne l'ordre d'éviter que ce convoi soit attaqué. C'est bien ça? Ce n'est pas tout à fait cela. J'explique. Moi, je vais en mission à Abobo. J'ai quelqu'un qui est au Golf Hotel. Et sachant que l'échange entre hommes du Nord passait très bien entre Abobo, peut-être le Golf Hotel, j'appelle mon correspondant, qui était le colonel Patrice. Je lui dis, je vais à Abobo, mais est-ce que tu peux trouver un moyen pour ne pas qu'il y ait une situation quelconque d'attaque? Ce n'est pas qu'il me répond oui, mais on va voir. On n'a pas eu d'autres échanges à la suite. Moi, je fais mon convoi et je vais vous dire particulièrement, les convois, je ne suis pas tête de file. Ce n'est pas seulement un convoi du bazar. C'est un convoi de plusieurs unités. En partant, j'ai aussi signifié que les éléments, moi mes éléments par contre je leur ai dit de ne pas tirer, mais les éléments qui étaient dans les canters tiraient de part et d'autre. Vous êtes sûr que quelqu'un allait sortir là pour dire je vais affronter les balles qui arrivent? Ce n'était pas évident. Mais la particularité de la voie qu'on a empruntée, c'est qu'il n'y avait pas de barricade. Or, lorsque vous passez par la mairie, il y avait là des barricades. Là, il fallait descendre parce qu'on était plus exposé. Ce pour lequel je dis, il se pourrait que mon convoi jusqu'à destination soit un coup de chance. Je n'ai pas confirmé ici que j'ai vu le colonel Patrice en train d'appeler quelqu'un. Mais vous savez que dans la vie, chacun a besoin d'un confident. Moi, mon confident, c'était lui un certain temps. C'est vrai que moi et lui, on n'était pas parfaitement à la rose parce qu'il fut le responsable de mon retard dans l'armée. Ça aussi, je ne vous l'ai pas dit. Puisque moi, j'avais un C à un ASA et un P1 infanterie. Laissez-moi continuer. Non, monsieur le maître. Merci. Non. Répondez, s'il vous plaît, à mes questions et nous irons beaucoup plus vite. Et nous ne nous disperserons pas. Vous avez très bien répondu. Merci. Je vous en remercie d'ailleurs. Merci. Restons-en là. Alors, vous nous avez dit hier aussi, à propos des soldats qui étaient au camp commando, c'était page 89, je vais vous citer très rapidement, à la ligne 14. Toujours real-time français. On n'avait pas la possibilité de sortir, je cite, on n'avait pas la possibilité de sortir, aller patrouiller. On n'avait même pas la possibilité de sécuriser loin le camp commando. Fin de citation. Alors, juste pour qu'on se soit clair pour nous, vous n'aviez pas la possibilité de sortir, d'aller patrouiller, parce que vous vous faisiez attaquer, c'est ça que vous voulez dire ou pas? Puisque les gens parlaient déjà de la tuerie des femmes, vous êtes d'accord avec moi que lorsque soit les unités en ce moment sortaient, tiraient partout, alors chacun se défendait. Lorsque vous sortez pour aller patrouiller, que vous preniez une balle, et d'ailleurs même les patrouilles n'émanent pas de moi, ça dépend du commandant qui était là-bas.
C'est lui qui doit donner l'ordre d'aller patrouiller. Pas moi de prendre mes unités, mon unité, et puis me mettre à patrouiller dans la ville. Je n'avais pas cette décision-là. D'accord. Donc, que l'on comprenne bien, vous nous disiez hier que les soldats basés au camp commando ne sortaient pas pour patrouiller parce que, vous nous dites aujourd'hui, il y avait toujours le risque de prendre une balle, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors, qui leur tirait dessus? Qui tirait des balles? Qui était autour du camp commando? Moi, je crois bien que ceux qui pouvaient être autour du camp commando, c'était les jeunes qui habitaient à Bobo, puisque ceux-là faisaient leur autodéfense. D'accord. Ça vous dit quelque chose, le commando invisible? J'en ai entendu parler. C'est tout. C'est tout. Oui. Lorsque vous étiez, par exemple, au camp commando, vous y êtes resté plusieurs jours, vous nous avez dit, vous n'avez pas entendu dire que les rebelles qui tiraient sur les soldats basés au camp commando étaient membres du commando invisible. C'est auprès de vous que j'apprends ça. Sinon, je ne suis pas au courant de ça. Vous nous avez dit fréquenter beaucoup de gens à Bobo, avoir des amis, de la famille. Ils vous ont jamais parlé du commando invisible? Quand j'allais en famille, ce n'était pas dans le but de parler militaire, mais c'était dans le but de parler famille. Donc l'échange concernant mon travail et ma famille n'est pas mon fort. Et au moment même où je partais à Bobo, la crise n'était pas à ce seuil-là. On pouvait circuler librement. Les FDS même parcouraient tout à Bobo librement. D'accord. Excuse me, Le juge président, monsieur le témoin, pour être parfaitement clair, d'après ce que vous savez, qu'est-ce que le commando invisible? Je n'ai jamais travaillé avec le commando invisible. Comme vous, j'ai entendu parler d'eux. Donc, je ne peux pas vous dire qui ils sont exactement. yes. Nobody said. Le juge président, nous n'avons pas suggéré que vous ayez travaillé avec eux, mais lorsque vous dites qu'on en parlait, qu'avez-vous entendu sur le commando invisible? Pourriez-vous nous dire ce que c'est? J'ai simplement entendu que le commando invisible s'attaquait au FDS. Mais je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais été confronté à eux, donc je ne peux pas parler davantage d'eux. Maître Altit. Le président, Maître Altit, veuillez poursuivre. Alors, réintéressons-nous à votre attestation, monsieur. Paragraphe 40. Au paragraphe 40. Je vais citer ce que vous disiez aux enquêteurs du bureau du procureur. Je cite. À partir de l'annonce des résultats présidentiels, les combats ont commencé à Abobo. Les combats ont commencé à Abobo. Le commando invisible a commencé son combat à Abobo pour empêcher les forces de l'ordre de rentrer à Abobo, et ce, en barricadant les entrées d'Abobo. Les gendarmes ont commencé à déserter leurs casernes et les policiers et leurs commissariats
parce qu'ils étaient attaqués par le commando invisible. C'est pour cela que le camp commando d'Abobo a été pris comme base militaire. Fin de citation. Vous nous dites, ou plutôt vous dites aux enquêteurs du bureau du procureur, que dès l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, le commando invisible a commencé son combat. Vous dites commencer son combat. Et comme vous dites un peu plus loin que son combat, c'était d'attaquer les FDS, il a commencé à attaquer les FDS. Vous êtes militaire depuis 30 ans. Si je comprends bien ce que vous nous dites, le BASA a organisé, pas nécessairement avec vous, mais avec d'autres encore, des convois à plusieurs reprises vers le camp commando dont vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur qu'il était une base parce qu'il était dans la zone du commando invisible, et vous n'aviez jamais entendu parler du commando invisible à ce moment-là. C'est votre témoignage ? Dire que je n'ai jamais entendu parler du commando invisible, si vous vous souvenez dans cette salle, je ne l'ai pas encore dit. Mais j'ai dit qu'on a entendu parler du commando invisible. Mais, n'ayant pas fonctionné avec eux, les rumeurs aussi nous disaient que la police et la gendarmerie avaient quitté leurs différents commissariats et brigades à cause des attaques perpétrées par les commandos invisibles. Maintenant, si c'était les commandos invisibles, si ce n'était pas les commandos invisibles, moi, j'y étais pas. Mais c'est les rumeurs qu'on apprenait étant à Kouédo. D'accord. Pour commettre ces attaques contre les gendarmeries, les commissariats, etc., le commandant invisible avait des armes. Et pour s'attaquer au camp commando, il avait certainement des armes importantes. Ma question est simple, disposait-il d'armes lourdes ? S'il disposait d'armes lourdes, le camp commando n'aurait pas duré là. D'accord. Alors, nous allons nous intéresser à nouveau à votre attestation, au paragraphe 174. 174.